ces journaux. L'actualité reste dominée par cette nouvelle évaluation du programme de 100 jours du chef de l'État. Selon le comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique, ce programme a été exécuté à près de 73%. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Le programme de 100 jours du chef de l'État a été réalisé à 73% de réussite, tel que l'indique le résultat de l'évaluation du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, un organe de la présidence de la République. C'était au cours de la réunion tenue ce mardi 12 juillet à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président du CPVS. La méthodologie des travaux du CPVS et le recentrage sur les priorités à faire, telles sont les questions passées en discussion et adoptées au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du comité de pilotage de cette structure dont le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministre du Budget, des Finances et du Plan, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État. 4 points méthodologiques de la coordination du CPVS ont été validés par le membre du comité de pilotage, à savoir le recentrage des priorités, renforcer l'interaction entre les CPVS, la présidence de la République et le gouvernement, résoudre les problèmes de réforme et mettre en place une stratégie de communication. Au cours de cette même réunion, il a été validé les nouveaux membres du comité de pilotage et la nouvelle orientation stratégique du CPVS. Après plus d'une heure d'échange avec le garant de la nation, le coordonnateur du CPVS, François Mwamba Tshimbi, s'est exprimé en ces termes. Chaque fois, tous les 3 mois, nous avons vocation à nous retrouver autour du président de la République pour faire le point, et c'est ce que nous venons de faire. Et ça a permis effectivement de constater que parfois, le problème que nous avons en tant que service de l'État, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas restituées de la manière qui convienne à la population, qui a l'impression que rien ne se fait. Nous avons passé une partie de cette réunion à montrer qu'est-ce que le CPVS a accompli, mais nous sommes conscients qu'on peut faire mieux, et nous avons organisé entre-temps un atelier qui nous a permis effectivement d'identifier les points sur lesquels cette amélioration était possible. Et c'est donc le fruit de ce travail-là que nous avons présenté au comité de pilotage pour sa validation. Et ça a été validé, donc nous repartons regaillardis en sachant que maintenant nous avons une méthodologie dûment approuvée par la hiérarchie qui va nous permettre de faire encore mieux que ce que nous avons pu faire au cours des 2 dernières années. Composé de près de 20 membres, le comité de pilotage du CPVS est la première structure parmi tant d'autres au sein de cette organisation. Il a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais, qui se résume par le programme du gouvernement, et aussi veiller à son exécution. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 4 août 2020. 51e session du forum de la parlementaire de la SADC, on en parle dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice de ce forum, en sa qualité de président, les travaux qui ont vu 3 parlementaires de la RDC être désignés comme membres effectifs. Reportage Joseph Oscar Mbalkaïch et Guy Kitoko. C'est par le biais du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, président en exercice du forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, FP-SADC, a présidé de la 51e assemblée plénière du forum ouvert le 11 juillet 2022 à Bingu International Convention Center. Nous sommes à Lilongwe au Malawi. En marge de ces travaux, le député national Serge Mubert, élu de l'Ituri, a été fait parlementaire à part entière de la SADC. Prestation de serment du récipiendaire, 3 autres membres ont été élus suivant les aires géographiques du pays. Ainsi, Serge Moubert de l'Ituri représente les grands est du pays, Chikez Diemou, le Grand Katanga,
et un troisième élu représente, lui, les Grands Équateurs. Chaque pays devrait avoir 6 représentants. Et là, la RDC n'avait que 3. C'est comme ça que vous avez vu, on venait de compléter les 3 autres. Suivant la politique géographique de la RDC, je forme l'opinion nationale et surtout du côté de la Grande Orientale, qui là nous actons déjà, nous votons, nous agissons comme membres effectifs de la SADC. La création de la caisse de fonctionnement de la SADC, initiée par un député de la Zambie, a fait l'objet d'une motion votée à l'unanimité. La question qui reste à résoudre est celle ayant trait à l'aspect managérial et de gestion de ces fonds, surtout que le continent est gangréné par un problème de corruption et de gestion orthodoxe des fonds, ce qui a suscité un débat houleux parmi les parlementaires. L'actualité, c'est aussi la clôture hier des travaux de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, la pertinence des résolutions et recommandations que les participants ont formulées lors de ces assises ont été saluées par le président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé cette cérémonie. Reportage Pati Tondouangou. Ouverture, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde qui a représenté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cérémonie de clôture de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant 8 jours, 30 résolutions ont été adoptées et 9 recommandations participeront à la restauration de la discipline dans l'exercice des fonctions de chaque magistrat. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, a résumé les travaux en engageant les magistrats à rétablir l'ordre et la discipline dans leurs ressorts respectifs. La cérémonie à laquelle vous êtes conviés a assisté marque à la fin des travaux des assises de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en sa session extraordinaire. 8 jours au durant, les magistrats ont travaillé d'arrache-pied pour examiner les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. À l'issue de l'examen de ces points de proposition, des résolutions, y compris celles de principe, ainsi que des recommandations ont été formulées pour être présentées de l'agent plénière avant leur adoption pour les unes et rejet pour les autres. Le changement de mentalité, c'est maintenant. Je parle bien entendu de mauvaise mentalité qui doit changer. Car le changement de mentalité des magistrats est impératif et catégorique. Ensemble, nous pouvons gagner le pari de redorer l'image de la magistrature pour gagner la confiance du peuple en adoptant un comportement conforme à l'éthique, la déontologie et la discipline du magistrat. Nous devons avoir en toutes circonstances un comportement exemplaire qui inspire confiance et respect. En effet, c'est une évidence, le peuple ne nous jugera plus par nos beaux discours, mais bien par les actes. Aussi avons-nous besoin pour atteindre nos objectifs d'un secrétariat permanent digne, efficace et engagé. Il en est fait. La justice élève une nation, l'assertion est d'autant vrai que la population congolaise appelle de tous ses voeux l'avènement d'une lutte efficace contre la corruption et autres délits dans la société. Massacre de 13 personnes à Béni, plus précisément dans la commune de Loumé, en territoire de Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les accusations vont dans tous les sens pour savoir qui est derrière ce carnage. Les caucus des députés du Grand Nord dénoncent ce crime et appellent à des sanctions exemplaires. Ces représentants du groupe ont été reçus par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga. Reportage Thierry Ndazi. Tant que le massacre se produira dans l'est de la RDC, la population ne vivra jamais en paix. Voilà qui justifie cette énième rencontre du caucus des députés du Grand Nord Kivu, conduit par leur président, l'honorable Baliesima Kadukima Albert, reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga sur les récents massacres ayant causé la mort de 13 personnes au centre de santé de référence de Loumé, où même de véhicules et des maisons ont été incendiés sur l'axe routier Béni-Kassindi en territoire de Béni
Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Il y a une confusion sur l'identité de l'auteur de ce massacre. La population pointe du doigt certains commandants des FARDC. Il y a aussi les FARDC qui pointent du doigt les Maïmaï, les Maïmaï Ira et les chefs locaux. Certains des chefs locaux pensent que c'est l'ADF qui a massacré, qui a tué la population à Lomé. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabonda, a saisi cette opportunité pour solliciter auprès des élus du Grand Nord d'amorcer une campagne de sensibilisation au sein de toute la communauté en termes d'élection morale et d'appel contre l'immoralité. Parlons de la conférence de presse qu'a organisée la MONUSCO où la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays a été évoquée ainsi que la journée mondiale de la population. C'était à l'attention de Chevalier de la Plume, nous dit Mamita Bangolo. Les villes de Kinshasa, Goma et Beni ont été prises pour cible pour cette conférence hebdomadaire de la MONUSCO tenue par Vision Conférence et essentiellement consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Plusieurs points ont été évoqués par le porte-parole de la MONUSCO, Gilman Mathias. Ce qui a été réussi par la MONUSCO l'a été réussi parce que nous sommes parvenus à travailler en bonne collaboration avec le gouvernement. Donc les réussites de la MONUSCO sont aussi vos réussites. La MONUSCO a peaufiné des stratégies pour mettre fin à l'aventure de groupes armés qui équiment l'Est du pays. La représentante spéciale a lancé cet appel au Conseil de sécurité pour que nous puissions, et cet avertissement également, qu'il y a des avancées, des progrès qui ont été faits récemment dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, le représentant de UNFPA en RDC, Eugène Konkian, est revenu sur la journée mondiale de la population, une occasion pour tirer profit de la croissance de la population et pour la réalisation des objectifs du développement durable. C'est depuis 38 ans que la population de la RDC n'a pas été recensée. Le gouvernement a fait des efforts, le processus est en cours. Nous souhaitons avoir décaissement des fonds parce que le gouvernement a mis les fonds cette année pour le BCR, Bureau du Central de recensement. Les fonds sont décaissés et que le processus est accéléré pour qu'on puisse avoir ces données de recensement. À noter des sujets liés à la réforme et rajeunissement de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique est arrivé hier à Kisangani, accueilli par une marée humaine. Jean-Pierre Liaou a lancé un appel au soutien aux forces armées de la République. Dans sa suite, notre consoeur Nadine Kiloso. Pour sa première visite officielle dans la province de la Chopo, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a eu droit à un bain de foule au Boyomès, de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique est accueilli avec ferveur par la population de Kisangani. Face à l'agression dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie Est, l'unité de tout le peuple congolais derrière le chef de l'État s'impose comme impératif, a martelé Jean-Pierre Liaou à la place de la Poste. En guerre contre les disparités et dysfonctionnements, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de la réforme visant le rajeunissement et la mise à la retraite digne. Jean-Pierre Liaou a promis d'être le porte-parole des Boyomé pour la mise en exécution du projet de développement. En termes de maximisation de recettes, cap dans la province de l'Ituri où nous allons parler de l'inauguration du guichet unique, plus précisément à Bunia. Réalisation enregistrée par l'actuel comité de gestion de l'OCC. En tête, Gabilou Biba, son directeur général intérimaire. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation du salaire et la prise en charge médicale personnelle, le paiement progressif du décompte final de retraités et bien d'autres. Les agences et cadres de l'OCC, agence de Bunia, ont voulu manifester les reconnaissances et remerciements à cette équipe pour de loyaux services. C'est eux au cours d'un culte d'action de grâce, dit pour la circonstance à l'occasion d'une année de gestion du dit comité. Durant une année de son pilotage de l'entreprise,
L'amélioration du social du personnel n'est plus à démontrer. Et cela prouve qu'il a comme cheval de bataille la concrétisation de la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour le chef d'agence intérimaire de l'OCC Bunia, parlant au nom de son titulaire à mission à Kinshasa, Bienvenue Diambou, d'appeler les agences et cadres de cet office à la prise de conscience pour un bon rendement. S'il m'était permis d'accorder la parole à chacun pour témoigner les prouesses de notre comité de gestion, sincèrement le temps nous ferait défaut. Cependant, nous devons regarder au-delà de cette satisfaction notre accompagnement, notre dévouement, notre sens de responsabilité, notre prise de conscience, chacun dans ses attributions, pour soutenir les efforts consentis par la haute hiérarchie, par une meilleure production et des aptitudes performantes en vue des améliorations continues de nos activités. Mission mixte Assemblée nationale et SNEL SA au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, et les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Samuel Bemba, sont allés hier pour évaluer les travaux d'électrification du quartier Kanluka. Reportage Yvette Mankoutima et Edith Chala. C'est à la demande du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga, que le directeur général de la SNEL SA et le député national, Samuel Mbemba, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, ont effectué une descente au quartier Kanluka, commune d'Ngalema. Ceci dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires de Kanluka. Nous sommes venus et ils m'ont montré les cabines qui sont déjà en place et il reste quelques petits réglages pour que tout Kanluka connaisse la vraie électrification. Et donc pour cela nous disons merci au chef de l'État. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, confirme l'existence des 10 cabines dans ces quartiers, soit 5 anciennes cabines réhabilitées et 5 nouvelles installées. Les travaux d'installation des câbles et d'assainissement du réseau sont en cours de réalisation, et ce, avant l'étape d'installation des compteurs après paiement. Cette demande a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Tout le matériel est sur place. Je crois que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui pour que le projet démarre. Cette visite d'évaluation a réjoui les habitants du Kanluka qui ont exprimé leur joie à travers des chants d'allégresse. Et vous le savez, une fistule et la formation anormale entre deux organes internes et l'intervention chirurgicale est le seul moyen de guérir d'une fistule anale. Il vient d'être lancé l'opération des femmes porteuses de fistules. Regardez. C'est une forte équipe de Pondi que le docteur Mukwege a dépêché dans la province du Tanganyika pour mener la campagne de réparation des fistules. Au lancement de cette cérémonie, le chef de division à la santé, Dr Jerry Kibanda, représentant du ministre des tutelles, a donné les contours du travail à réaliser. Le prix Nobel de la paix, c'est une personne qui a une vision large. Il ne peut pas seulement se limiter à Bukavu. C'est comme ça qu'en humanitaire, il a pensé aussi à aller agir sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a déjà une coordination projet, la formation des médecins, en cas de la chirurgie réparatrice à la province du Tanganyika. Et nous sentons qu'il ne se limite pas là seulement, il va aussi dans d'autres provinces. Cette mission humanitaire est appuyée par les fonds sociaux de la RDC. Son représentant à Tanganyika a salué le travail des titans que mène la Fondation Pondi, aussi bien l'engagement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour redonner le sourire aux femmes meurtries. À docteur Mukwege, je lui dis merci et félicitations pour ce grand travail qu'il continue à abattre. Et nous espérons que ces efforts qu'il continue à fournir et ces implications vont aboutir à un changement et ça sera la restauration de la situation sanitaire, surtout de ces femmes qui sont restées longtemps exclues des
différentes activités de la communauté. La Fondation Pandi, déployée dans les Tanganyika, a plusieurs réalisations à son actif. Signalons que cette même campagne a démarré au même moment à Chabunda, dans le sud Kivu. Et puis cette question, l'avortement est-il autorisé en RDC? Pour en avoir le cœur net, une formation a été organisée en vue de réduire la stigmatisation et d'autres inégalités faites aux femmes et à la jeune fille liées à l'avortement, dont les statistiques s'élèvent à 8% de décès maternels. Reportage Toto Sungu. Au terme de leur formation de 4 jours due au partenariat entre le ministère de la Santé publique et AIPAS, les participants venus du Nord et Sud Kivu, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Tanganyika et de Kinshasa seront dotés de connaissances qui vont leur permettre de jouer le rôle d'acteurs communautaires dans le débat autour du droit et le pouvoir de chaque femme de se déterminer dans la santé de la reproduction. Lorsque vous décidez d'empêcher les femmes de prendre des décisions par rapport à leur corps, à leur santé, à leur choix en matière de sexualité et de la reproduction, elles vont le prendre quand même. Et la suite, c'est la clandestinité avec toutes les complications. Il s'agit de prendre en compte le statistique qui démontre qu'environ 8% des décès maternels sont attribués aux avortements non sécurisés. Il faut rappeler que le protocole de Maputo reconnaît à chaque femme victime du viol, de l'inceste ou autre forme de violence sexuelle. Nous avons l'application du protocole de Maputo, notamment dans son article 14, qui donne le droit aux femmes de pouvoir faire un avortement si elles sont dans une situation où elles se retrouvent violées, agressées sexuellement, ou alors elles ont une grossesse suite à l'inceste, ou alors lorsque cette grossesse-là met en danger leur santé mentale ou physique. Un plan de suivi post-atelier sera mis en place pour la mise en application des techniques apprises par le participant dans leur communauté d'engagement. Autre préoccupation, comment faire pour convaincre la junte féminine de 18 à 25 ans à s'enrôler dans l'armée? Eh bien, il s'est tenu une réunion à l'état-major général des FARDC. Quant à ce reportage, Christine Lenzo et Simon Kakolongo. Les femmes de l'état-major général de FARDC poursuivent normalement leur campagne de sensibilisation sur le recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée nationale. Cette campagne de sensibilisation se déroule sous la supervision du point focal genre de FARDC, le général Chechi Justine, qu'entourent plusieurs femmes responsables des associations féminines. C'était autour d'un débat en la salle des réunions de l'état-major général de FARDC. Cela dans le souci d'une meilleure préparation de la jeunesse féminine à servir sous les drapeaux en ce moment de recrutement au sein des FARDC. Une réunion sur la sensibilisation de la jeune fille, la sensibilisation de vous, femmes leaders, sur la campagne de vulgarisation de la vision du commandant suprême des FARDC, qui est le président de la République, visant la meilleure représentativité des femmes au sein de l'armée. Je suis convaincu que cet intérêt manifesté apportera un soutien valable afin de permettre l'accomplissement de l'idéal poursuivi par cette rencontre. Les femmes ne représentent pour dans l'armée nationale. C'est la raison pour laquelle les différentes interventions ont mis l'accent sur l'amélioration de l'image de la femme militaire. Il faut ainsi renforcer la communication pour persuader les éventuels candidats. Experte en genre, Faïda Mwangilwa a saisi cette occasion pour dégager les stratégies nécessaires pour convaincre les filles et leurs parents à adhérer dans la démarche de FARDC. Les professionnels des médias sont associés à cette campagne de sensibilisation sur le recrutement des jeunes filles au sein de FARDC. Vous avez reconnu la voix des Rodé Panda. Parlons justice avec la célébration de la journée nationale du barreau congolais qui en est à son 54e anniversaire depuis sa création. Mais revivons ce qu'a été cette manifestation dans l'ex-barreau de Bandodou avec Benjamin Kabwanga Bukasa Chinaï. 1968, 10 juillet 2022, 54 ans après, jour pour jour depuis que le barreau de la République démocratique du Congo a été créé.
au Kwilu. La ville de Kikwit a été choisie pour abriter la cérémonie de la commémoration du 54e anniversaire du barreau du Congo. Benoît Epota Monama, bâtonnier du barreau du Kwilu, s'est entretenu avec les avocats venus des 4 coins de la province dans la salle d'audience du tribunal des grandes instances de Kikwit. Sous les thèmes le professionnalisme et les pères du barreau, la discipline et la mère. Maître Malembe, secrétaire du barreau du Kwilu, nous fait les points de cette journée. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du barreau. C'est en rapport avec la loi de 1968 qui a donné la naissance du barreau congolais. Nous sommes venus pour célébrer cette journée. Ce 54e anniversaire est aussi marqué par les travaux de construction du bâtiment à Kikwit, devra servir pour le barreau secondaire du Kwilu. Nous n'avons qu'un sentiment de satisfaction parce que les grands nombres des avocats qui résident, qui exercent à Kikwit devraient avoir une référence comme maison du barreau. C'est ainsi que M. le bâtonnier de Kwilu avait pris l'engagement de doter la ville de Kikwit d'une maison du barreau comme celle secondaire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez vous-même l'avancement des travaux. D'ici là, nous allons commencer à occuper, et surtout avec une grande salle qui contiendra un grand nombre de gens pour des réunions et des conférences. Le bâtonnier du Kwilu a visité les bâtiments et une photo des familles a été prise pour immortaliser la journée. Tête d'une délégation sous-régionale, Catherine Samba, ancienne présidente de la République centrafricaine, a échangé avec la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya. Au menu, les conditions de la femme congolaise, surtout dans les zones des conflits. On l'écoute au micro de nos reporters. La situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo nous interpelle. En tant que médiateur, en tant que femme leader de la région des Grands Lacs, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe, au drame que vivent les populations congolaises et à l'attente des femmes congolaises. Nous sommes venus donc nous enquérir de la situation réelle et de voir comment faire un plaidoyer pour trouver une solution de paix que les Congolais attendent. Le processus électoral en cours en RDC, sujet au cœur des audiences que le Premier ministre et le premier et le deuxième vice-président de la CENI ont accordé aux différentes délégations des partis politiques, le développement de toutes les activités dont c'est condensé signé Tétis Samba et Hervé Mpouti. La Commission électorale nationale indépendante, en concertation avec les partis politiques, ce mardi 12 juillet 2022. Le premier vice-président de la CENI, bienvenu Ilan Alebo, a échangé avec une délégation de la Ligue des électeurs de la République démocratique du Congo et ses partenaires sur le processus électoral. La Ligue des électeurs, c'est une organisation pionnière en matière d'élection dans ce pays depuis les années 1990. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que la société civile, à travers la Ligue des électeurs et ses partenaires, aimerait se renseigner sur le processus électoral que pilote la CENI, qui est l'organe de gestion des élections. Dans cette lettre décor, le deuxième vice-président de la CENI a échangé avec une délégation du regroupement Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès ADRP. Nous sommes venus répondre à l'invitation qui nous a été lancée par la haute direction de la centrale électorale dans le cadre des concertations et des échanges au regard de l'ensemble du processus électoral et après la publication de la loi. On encourage et on salue l'attitude de la nouvelle direction de la centrale électorale. Et nous pensons que nous allons continuer de la sorte. Même sujet évoqué lors des entretiens entre le deuxième vice-président avec le parti Lumumbiste Unifié, délégation conduite par Maître Célestin Ngoma, secrétaire permanent de cette formation politique. La CENI nous a lancé une invitation pour nous dire ce qu'elle est en train de mener, ce qu'elle est en train de faire, ou surtout de nous parler de son cadre de concertation qu'elle est en train d'organiser dans les tout prochains jours. Vous savez, les partis politiques, ce sont les partenaires de la CENI. Et à chaque fois qu'il y a des opérations, les partis sont censés
être mises au parfum, mais aussi relayées au niveau de leur base. Moi, nous sommes rassurés que la CENI est déterminée à nous organiser des élections dans les délais constitutionnels. Le PALU a pour sa part exprimé sa confiance à l'endroit de la Commission électorale nationale indépendante au regard de l'évolution du processus électoral. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous cessons complètement de feuilleter ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Restez branchés. Au revoir. Le journal. Agence congolaise de l'environnement, sigle ACE, établissement public à caractère technique et scientifique, sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement durable, créé par le décret numéro 14/030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nos missions régaliennes, procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, assurer le suivi de leur mise en œuvre. Nous œuvrons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie, mines, télécom, exploration pétrolière, agriculture, élevage, infrastructure, énergie renouvelable, activités industrielles, commerciales et forêts. Pas un projet, pas une activité sans études environnementales et sociales en RDC. Les uns choisissent l'oisiveté, la débrouille. Les plus ambitieux et visionnaires choisissent l'université. Et l'université pour un avenir meilleur, c'est l'UPACé, Université panafricaine du Congo. Berceau et leader du système LMD, licence, master et doctorat en RDC, l'UPACé vous ouvre les portes du savoir avec les facultés suivantes. Droit, économie, communication, architecture, informatique, sciences administratives et politiques, coopération internationale et sciences de santé. Enseignement de qualité avec des enseignants consciencieux dans un environnement adéquat respectant les normes de viabilité. Pour votre inscription, adresse route de Matadi en face de la 4e rue, Cité Verte. Contact 09 00 45 95 82 089 70 14 134. Avec l'UPACé, étudier à l'université devient alléchant. Na UPACé, Kongweko Ponga.